nous allons parler de la République démocratique du Congo, mais d'abord, je vous laisse Bouraiman terminer. Oui, j'étais sur un sujet parlant du Niger et je prenais l'exemple dans un pays où j'ai résidé il y a quelques semaines seulement, où il était s'agit de faire une exposition par rapport à les interventions de ces ONG étrangères dans le domaine des enfants de la rue. Effectivement, il y a un expatrié qui a pris la parole, qui exposait le sujet et qui donnait les arguments, ce pourquoi ils étaient là. Mais ce qui a étonné tout le monde, c'est que l'expatrié en question dit qu'ils n'ont pas besoin de l'argent de l'État. Ah oui? Oui, qu'ils n'ont pas besoin de l'argent de l'État, qu'on leur donne les facilités seulement, eux ils vont s'en charger. Mais la question qui s'est posée, en tout cas moi, j'étais allé dans un autre cadre, mais si j'étais à sa place, je me suis approché à une autorité, j'ai dit, mais si j'étais à votre place, je lui poserais la question, comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont ses relations avec l'État? Parce que si elle est venue, il faudrait que l'État puisse autoriser son installation. Mais lorsque l'expatrié en question dit que c'est comme ça, ils n'ont pas besoin de l'argent, ils ont besoin seulement qu'on leur facilite la tâche, d'où est-ce que l'argent doit venir pour qu'on puisse s'occuper des enfants, des Africains? Je parle des Africains même. Donc la question reste posée. C'est pour appuyer ce que nous sommes en train de prodiguer. Ces ONG en principe fonctionnent sous une autre coupole. Hein. Oui, ils ont d'autres manteaux sur lesquels ils sont là. Il y a beaucoup d'exemples. On n'a pas le temps, sinon j'aurais pu vous donner beaucoup d'exemples. Pour appuyer sur ce qu'il est en train de dire, n'oubliez quand même pas que les convois humanitaires, si on vous dit ce qui se trouve dans les convois humanitaires, les charges, les gros camions là qui transportent les trucs, ils changent parfois à un certain niveau, on change de chauffeur. Les chauffeurs, le seul chauffeur ne peut pas conduire un camion humanitaire d'ici là. À un certain moment, on leur coupe, ils sont... Donc, ça veut dire que dans les bagages qui sont transportés par ces ONG-là, ce n'est pas forcément de l'humanitaire. Il faut donner raison à certains gouvernements qui prennent la décision de pouvoir voir clair dans comment ces ONG fonctionnent. C'est très important. Et le Niger, je pense que certainement, je l'ai dit, les autorités certainement doivent avoir des raisons valables pour pouvoir adopter une telle démarche. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, estime que la constitution de son pays, la République démocratique du Congo, est opposée aux attentes de la population. Alors, Bouraiman, sur quelle base Augustin Kabouya fait-il ces déclarations? Non, sur une base des études que peut-être le secrétaire général de l'UDPS a eu à faire. Parce que n'oubliez pas que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont dirigé le pays. Et bientôt, ça va faire 2 mandats pour le président Félix. Et vous imaginez qu'ils sont sur le terrain à chaque fois, ils ont la constitution, ils ont travaillé et ils se disent que probablement cette constitution ne répond pas aux attentes de la population, ne contribue pas au développement dont il est question. Et il y a quand même, c'est eux qui ont utilisé cette constitution. Donc vous comprenez à peu près. Tshisekedi a été élu sur la base de cette constitution. Sur la base de cette constitution. En 2019. Et puis n'oubliez pas, en 2024, il avait dit déjà qu'il va voir comment faire pour ramener cette constitution au modèle qui permettait quand même de développer son pays. Donc c'est comme ça. Voilà les arguments que le parti au pouvoir aujourd'hui avance pour pouvoir aller, moi je dis aller à la modification de cette constitution. D'autres parlent de changement carrément de la constitution pour ramener le compteur à zéro. Il dit que cette constitution elle est inadaptée et c'est une constitution qui leur avait été également imposée. Vous êtes d'accord avec moi que la RDC est en guerre, elle sortait d'une guerre, donc ça voudrait dire que c'est une constitution qui leur avait été imposée. Maintenant, au-delà de tout, est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons en Afrique? Que c'est ce qui va se passer, ce que son voisin du Congo a fait, c'est pas ce qui va se passer. Donc voilà à peu près. Pour vous, c'est une question de mode de faire changer la constitution dans un pays? Vous savez, moi j'ai été toujours critique vis-à-vis de ce mot démocratie. Et ce mot démocratie qui a imposé ces institutions, ces constitutions établies sur le modèle français. C'est-à-dire que tout a été copié, il n'y a que certaines parties liées au nom du pays, certaines réalités qu'on a changées. Ces modèles-là, on parle de constitutionnalisme, on a vu ce que ces constitutions-là apportent. Et vous avez écouté Ibrahim Traoré, la dernière fois, a dit que la démocratie tue. Et vous voyez à peu près, on est dans ce contexte-là où
on nous a imposé des constitutions qui ne répondent pas à nos réalités. Et ces réalités-là sont fondamentales, liées à notre vie sociale. Vous savez, en Afrique, il y a, comment on appelle ça, la hiérarchisation de la société. Les sages sont devant et ils sont là pour faire quoi? Ils sont l'œil de la société et ce sont eux qui dirigent. Ils donnent conseil et ils font comme la marcher cette société-là. Si les Congolais veulent revoir leur constitution ou la refaire carrément, moi je crois que ça c'est lié à leur réalité. Regardez, Tchabouré l'a dit tout à l'heure, c'est un pays en guerre où tout l'Ouest est confisqué par une rébellion. C'est l'Est. C'est l'Est plutôt, l'Est qui est confiné par une rébellion qui ne dit pas son nom. Et c'est là où se trouve la plus grande richesse. Alors que vous allez voir des médiations qui sont établies à base de cette constitution-là. Donc je crois quand même qu'à un certain moment donné, moi j'ai l'impression, c'est vrai que Tshisekedi est accusé de briguer un troisième mandat, c'est pourquoi il veut le faire. Je suis d'accord que si on limite toujours les mandats à 2, bon, moi je dis, développer un pays, est-ce que c'est, ça dit, en 10 ans, est-ce que ça peut se faire réellement? Bon, je ne suis pas politique. Et que c'est en 20 ans. Ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans, c'est en 20 ou 30 ans. Bon, le développement, c'est à long, comme on l'appelle, échéance. C'est une longue durée. Quand la France a parlé de 1789 pour sa révolution, elle ne s'est pas transformée immédiatement. Ça a pris du temps. Et moi je suis un peu, je dirais, réfractaire par rapport à nos constitutions, à la démocratie et tout ce qui se passe, parce que depuis qu'on a instauré, il y a 30 ans, la démocratie en Afrique, nous ne continuons pas à souffrir et les guerres sont toujours permanentes. À titre personnel, je suis très circonspect quant à l'idée qu'actuellement, alors qu'on a un conflit dans l'est du pays qu'on a difficilement pu résoudre, sauf avec la médiation de l'Union africaine, des pays du Moyen-Orient, ou qui encore de Trump et à Washington. Je ne suis pas très sûr que ce qui est urgent là tout de suite pour le Congo, ce soit de changer de constitution. C'est peut-être urgent pour le gouvernement Tshisekedi, pour des raisons qui leur sont propres. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui préoccupe particulièrement les citoyens congolais pour le moment. Surtout d'ailleurs que... Le gouvernement dit que la nouvelle constitution, si elle venait être votée, devait répondre aux attentes de la population. Vous savez, en général, quand les peuples sortent massivement dans la rue, c'est pas souvent pour des questions de constitution. Quand il y a eu le printemps arabe, il y a plus de 10 ans maintenant, dans le nord, là, chez le Maghreb, les gens ne sortaient pas en disant il nous faut une nouvelle constitution, ils cherchaient du pain. C'était pour le pain. Le pain, l'eau et la nourriture. C'est pour ça que les gens sortent. Même, on parlait de 1789, quand la population est sortie, c'était pour le pain. C'est pas pour la Constitution, c'était pas vraiment le problème. Oui, en France, c'est ça. Les peuples sortent rarement pour, vous savez, pour les grands textes fondamentaux. Ce qui les intéresse, je le dis souvent, le but de la politique, c'est le bonheur, normalement. Souvent, on l'oublie. Le but, normalement, c'est d'améliorer les conditions matérielles de vie des gens. C'est ça que ça sert fondamentalement. C'est ça le but. C'est pas d'avoir de jolis textes nécessairement ou d'avoir de grandes théories, mais c'est quoi? C'est l'eau, l'électricité, la paix. Et bon, c'est très important dans un pays en guerre comme le Congo. Donc c'est quand même un peu surprenant de se dire que après tout ce qui s'est passé cette année, même l'année d'avant, avec le M23 qui n'est pas mort et qui est toujours là, avec les contrats un peu mystérieux qu'on a signés avec l'administration américaine assez récemment, de se dire que la plus grande urgence que le gouvernement Tshisekedi ait trouvé aujourd'hui, ce soit la nouvelle constitution. D'ailleurs, le camp d'enfance, Katumbi et sa suite ont très vite dit qu'ils ont posé un veto là-dessus, mais un veto qui tombe ça n'a pas beaucoup de poids, pas facile, n'ont pas les rênes. Donc, bon, je ne suis pas congolais, peut-être que les Congolais estiment vraiment que là, tout ce qu'il leur faut, c'est un nouveau texte. Mais je pense personnellement que ce serait plutôt l'eau, l'électricité et de meilleures conditions de vie et aussi un peu plus de stabilité dans l'est du pays, quoi. Et je ne vois pas en quoi une nouvelle constitution va améliorer ça plus que l'actuelle fondamentalement.
Bon, tout compte fait, je pense que c'est les arguments qui ont été avancés par le camp le parti présidentiel. Et ce sont des arguments avancés pour pouvoir convaincre la population à adhérer à leur démarche. Et c'est ça la politique. Et c'est le politique, ça. Quand vous prenez partout dans nos pays, ça, c'est ce que le politique a toujours avancé. Et il venait de dire qu'il faut quand même chercher l'électricité. Le but même de la politique, c'est de chercher comment les gens peuvent vivre à l'abri, faire ainsi de suite. Mais les paroles que les politiciens nous avancent, c'est ça. Mais est-ce que, en réalité, quand ils viennent au pouvoir, est-ce que c'est comme ça? Vraiment, tu l'as dit que dès le début de son deuxième mandat, Félix Tshisekedi, le président, a émis cette idée de modification de la Constitution. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette pause-là pour que l'idée renaisse, la controverse ce soit? Non, vous savez, nous sommes en politique. S'il a annoncé, c'est justement parce qu'il sait qu'en 2028, à la fin de son mandat, il va mettre ça en branle pour pouvoir ramener le compteur à zéro. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique. Maintenant, est-ce qu'il réussira à le faire? La question reste posée, c'est très important. Et mon ami Prosper disait quelque chose par rapport à la démocratie. Je voudrais qu'on s'appuie sur ça. Vous savez, mais bien avant, la démocratie, nos parents, nos aïeux vivaient pratiquement en démocratie. C'est le blanc, excusez-moi, qui est venu et qui a tout chamboulé, qui a mis des systèmes en place. Et n'oubliez pas que ce n'est pas la démocratie qui est le premier système de gouvernance apporté. Il y a eu d'autres systèmes de gouvernance, il y a eu l'oligarchie, il y a eu la monarchie, il y a également des systèmes qui ont amené les violences et c'est la démocratie, d'un temps soit peu, qui a instauré un peu la paix, la stabilité. Et on voit qu'avec la démocratie, ça marchait. Mais toujours est-il que nos parents vivaient en démocratie. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est l'Occident qui nous l'a imposé. Est-ce que c'est faisable? La question reste posée parce que nous l'avons. Vos parents vivaient en démocratie avant la traite négrière. Vos parents vivaient en démocratie. Nos parents vivaient en démocratie. Il a dit quelque chose. La hiérarchisation de la société était là et les gens respectaient. C'était une démocratie. C'est pas une démocratie. On estimait que c'était la démocratie à leur manière. Si on nous avait laissé vivre comme ça. Est-ce qu'on en sera là? Bon, tout compte fait, nous sommes en train de faire. Tous vidés de l'Afrique. Il n'y a pas de problème. Tout compte fait, nous sommes en train de faire une expérience depuis 30 ans. C'est vrai, ça tangue, mais bon, on espère quand même que ça va s'installer, parce que pour le moment, on a trouvé que c'était le meilleur système de gouvernance qu'il faut dans le monde, et on a pu... Je crois que c'est vrai, mais il faut arrimer ce système-là à la logique anthropologique et psychologique de chaque société. C'est-à-dire que la façon dont les Blancs l'amènent et l'imposent, je crois que c'est ça qui pose problème chez nous. Non, cette façon fait que on n'a pas de compréhension. Et vous allez voir que la masse ne comprend pas assez de choses. Vous savez pourquoi la constitution actuelle en République démocratique du Congo n'a pas été imposée par le colon. Non, vous savez, le colon ne vient pas écrire. Mais ils ont dit quelque chose. Le parti au pouvoir a dit quelque chose. Que ça leur a été imposé par qui? C'est parce que le pays sortait de la guerre. Il fallait aller vite, trouver la paix, et la constitution a été imposée. Quand ils disent ça a été imposé, c'est au niveau des belligérants, au niveau des négociations. Maintenant, le parti au pouvoir trouve aujourd'hui que ce n'est plus ça. Ça ne répond pas aux valeurs, ça ne répond pas à l'exigence de l'heure. Donc, il faut voir qu'est-ce que c'est. Mais je le dis, c'est des discours qui sont des discours politiques. Il faut le prendre comme tel, parce que c'était un argument valable pour le parti au pouvoir de pouvoir changer la constitution et remettre les compteurs à zéro. Moi, je veux la pause marquée par Félix Tshisekedi. Oui. Comment est-ce qu'on peut la comprendre? Avant de l'annoncer maintenant. Oui. Non, en 2026 aujourd'hui. Dès 2023, il a fait l'annonce, mais entre-temps, cette question de constitution... Non, il avait dit qu'il devait mettre une commission en place. C'est ce qu'il avait dit, il devait mettre une commission en place. Et je pense qu'il était dans les réflexions. Maintenant, la pause dont vous parlez, moi je dis c'est stratégique. C'est stratégique, d'autant plus qu'on est en 2028, la fin de son mandat c'est en 2028, mais il fallait quand même non seulement être stratégique pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour que la maison puisse prendre. Oui, et puis il est en train de surfer sur un moment. La République démocratique, vous savez, le sport, c'est devenu, je dirais, un élément essentiel pour les politiques. La République démocratique du Congo est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et par le biais de qui? C'est-à-dire que Tshisekedi s'est ingurgé
dans cette politique-là pour que le Congo se calme. Et vous allez voir que sa cote est élevée aujourd'hui. Et sa popularité est élevée aujourd'hui. Et il profite de cette situation pour imposer cela. Le moment n'est pas sorti, comme on appelle, par hasard. Vous voyez, c'est un moment propice. Donc, en le faisant, il attendait quelque chose. Et c'est qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais sont inscrits un tout petit peu dans cette ambiance. Alors, c'est une euphorie qu'il profite pour pouvoir lancer ce tocsin-là, pour voir comment ça peut être. Et vous allez voir que quand vous arrivez au Congo aujourd'hui, enfin, en RDC, la RDC, vous allez comprendre que l'euphorie est là et l'attente pour, comme mon collègue le disait tout à l'heure, l'eau et la nourriture semblent, je dirais, naître de cet espoir-là parce que le Congo est qualifié et que les politiques profitent pour dire des choses qui vont à l'avantage de la population. Vous voyez à peu près. Donc, moi, je ne pense pas qu'il va échouer sur ce plan-là. Et surtout que, bon, les Katumbi et autres là, l'opposition n'a pas de marge de manœuvre assez importante aujourd'hui. Je crois qu'il peut arriver à passer avec cette idée-là. L'Union sacrée de la nation, la coalition du président Félix Tshisekedi invite les partis politiques, la société civile, les syndicats, les confessions religieuses et les juristes à soumettre leurs propositions dans un délai d'1 mois. Est-ce que c'est la procédure prévue par les tests pour modifier la Constitution en RDC? Je ne connais pas spécifiquement la procédure dans le pays. Je ne pense, et ce qui est intéressant, c'est que M. Tshisekedi ne s'est pas encore lui-même clairement prononcé. Pour le moment, il laisse son parti faire le travail à la manœuvre. Donc, c'est avec cette idée-là d'une grande concertation de la société civile et différents acteurs. Pour le moment, il est en retrait. En tout cas, en apparence, ce n'est pas lui qui mène. C'est un débat comme ça qui a été lancé. Et donc, il va suivre son cours. Et après, on verra sûrement si ce truc-là aboutit jusque dans les urnes. Cela dit, ça, c'est déjà vu sur le territoire, enfin en Afrique. Donc, ça ne serait pas nécessairement une première. Même si, personnellement, je suis un peu, je reste circonspect. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est Churchill qui disait que la démocratie, c'est un système imparfait. Mais c'est le moins imparfait des systèmes qu'on a implanté jusque-là. Et surtout, l'un des avantages majeurs de la démocratie qu'on n'apprécie pas assez, c'est que la démocratie permet les transitions de pouvoir de manière pacifique. C'est fondamentalement même ça, peut-être le cœur de ces gros avantages. Là où, normalement, avant, ça se passait par des guerres. C'est-à-dire des coups d'État ou non, et puis on changeait. C'est comme ça que ça se faisait souvent, jusqu'à ce que le texte, jusqu'à ce qu'on atteigne un consensus. Donc, dans ce contexte-là, quand je me rappelle comment M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on laissait quand même croire, on se laissait aller à dire que c'est quand même une espèce de consensus, c'était une espèce d'arrangement, même s'il a gagné les élections, qu'il y avait quand même beaucoup de négociations. Voilà, les résultats l'ont donné gagnant. Et donc aujourd'hui, de voir cette espèce de velléité. Il n'a pas encore dit non plus qu'il voulait changer l'article 220, qui est celui qui dit qu'il ne faut pas changer la question des mandats. Donc pour le moment, c'est un débat comme ça, un peu philosophique dans l'air sur quelle constitution ou pas dans le pays. Donc on verra. Ce n'est pas la première fois que cela se passe en RDC. Joseph Kabila aussi avait tenté. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est comme ça commence. Oui, c'est comme ça commence. Et puis quand on voit qu'il n'y a pas de résistance, je pense qu'on passe. C'est ce qu'il est en train de se faire. C'est vrai qu'il est en retrait, mais il faut dire qu'il tire les ficelles dans l'ombre. Et quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il veut et c'est son objectif, c'est de le faire passer, de ramener les compteurs à zéro pour lui permettre de briguer un 3e mandat. Donc, il faut le comprendre. Maintenant, pour l'UDPS, il n'est pas question de s'appesantir sur un quelconque 3e mandat de Félix Tshisekedi, mais plutôt de renforcer l'efficacité de l'État congolais. On verra bien, nous sommes là, que Dieu nous prête vie, on verra ce qu'il en sera, mais ça a été toujours comme ça, les démarches, c'est petit à petit. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Mais la question, moi, aujourd'hui, mon inquiétude, c'est par rapport à cette opposition qui semble un peu amorphe. Je ne sais pas si elle pourra faire quelque chose
dans ces conditions, l'autre l'a dit, aujourd'hui il y a l'euphorie dans le pays par rapport à cette qualification et on sent que la cote de popularité de Félix a un peu augmenté et il va s'appuyer sur ça pour pouvoir voir ce qu'il y a de... C'est comme ça les politiques, hein, il faut les comprendre. C'est comme ça les politiques, ils s'appuient sur un avantage ou bien sur un fait qui peut quand même leur apporter un certain avantage. Ce sont des calculs. Attends, c'est la politique, c'est comme ça la politique. La politique, ce sont des calculs. Si vous ne faites pas des calculs en politique, c'est que vous allez toujours échouer. Et vous avez vu, ceux qui ne font pas des calculs ou bien qui font mal leurs calculs, la plupart du temps, ils restent sur le carreau. Bon, on attend de voir qu'est-ce qui va en être avec l'opposition qui commence déjà par s'opposer, si je peux m'exprimer ainsi, mais avec une petite marge de manœuvre, on verra qu'est-ce qu'il en sera exactement. Mais si vraiment troisième mandat, il n'y a pas que l'opposition qui avait fait front contre Joseph Kabila en 2018. Aujourd'hui, est-ce que la société est prête à contrecarrer Félix Tshisekedi et son parti dans cette avancée? Non, c'est une question de majorité. Comme mes prédécesseurs le disent, mes collègues le disent, vous allez comprendre que la politique, elle est faite de calculs. Savouré l'a dit, elle est faite de calculs. Et à chaque fois, les politiques ont toujours dans la masse une façon de faire leur sondage et comprendre à peu près ce que disent les gens. Vous voyez à peu près? Donc, leur enquête de terrain de leur permettre de savoir réellement quelle orientation donner à leur vision. Vous voyez à peu près? Et Tshisekedi sait que avec la négociation avec le Trump, où ils ont laissé une partie donc, des richesses entre les mains de ce monsieur, ils savent que à partir de là, ils peuvent avoir des appuis à l'extérieur par rapport à ces gens-là, à ces puissances. Vous voyez à peu près. Donc, tout ceci amène vers lui la confiance qu'il est en train de dégrainer pour pouvoir changer les choses. Et mon frère Bruno l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il ne se lève pas tout simplement pour rentrer un tout petit peu dans les subterfuges. Il a émis l'idée en 2023. Voilà. Il s'est calmé un peu. Il sait que bon, il faut tempérer avec Kagame. Aujourd'hui, on les a vus dans le même tissu, ils sont là, ils se sont serrés la main. Vous voyez à peu près. Donc, nous, on est dans la masse, on souffre. Mais eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, à partir de là, il sait que le temps s'apaise. Et il a tout fait pour arriver à ce moment et surfer sur cette qualification. Je crois que Tshisekedi, vous allez voir, même quand ils disent qu'on leur a imposé cela, c'est vrai, ça a été imposé. Et il y avait eu des négociations avec l'ancien président Joseph Kabila pour qu'il quitte le pouvoir. Aujourd'hui, Kabila est où? Dans l'opposition. Dans l'opposition, et il est condamné même par contumace. Vous voyez à peu près. Donc, je crois quand même que rien n'est fait. Et après, vous allez voir, quand on va changer cette constitution, on dira à Kabila qu'il est maintenant libre. On va lever cette peine de mort pour qu'il y ait la paix. Vous allez voir Kabila rentrer encore au palais là-bas, serrer la main. C'est comme ça le jeu. Donc, moi, je crois quand même que nous, Tchabouré l'a dit, que Dieu nous prête, vie, on verra. Alors, la pression populaire, l'Église, l'opposition d'alors ont fait pression sur Joseph Kabila et ont aussi relevé le fait que la RDC était en conflit. Aujourd'hui, la guerre n'a pas cessé, mais est-ce que cela ne sera pas peut-être une entrave pour le projet du parti présidentiel? La grande différence avec le conflit actuellement avec le M23, c'est que c'est perçu comme un conflit extérieur. Donc, avec un besoin de... C'est perçu comme un conflit extérieur, avec une plus grande facilité à vouloir fédérer le peuple autour de cet attaquant. Donc ça crée toujours plus de facilité pour le pouvoir en place quand on a quelque chose qui est perçu comme une force, un agresseur étranger. Parce qu'on appelle, je dirais même si c'est le nom de leur mouvement, donc une union sacrée contre cet ennemi étranger-là. Donc, paradoxalement, ça pourrait plutôt aider le président Félix dans la mesure où il dirait qu'il faut qu'on s'unisse, tout ça, contre l'envahisseur, etc. Et alors qu'à l'époque de Kabila, c'était plus perçu comme des espèces de conflits un peu internes quand même, avec des différents camps, différentes factions. Aujourd'hui, le descendant Tshisekedi, pour ne pas le nommer, a
semble avoir plus de coups franches en interne, surtout parce qu'on est sur un terrain quand même d'essoufflement des oppositions. Il n'y a pas encore eu ce renouvellement-là des oppositions, qui n'est pas uniquement lié au Congo. C'est visible dans beaucoup de nos pays. Et on va vers cette espèce de phénomène là où finalement l'État est l'ultima ratio, la force ultime finalement, là où beaucoup d'oppositions s'essoufflent, se fatiguent par la vieillesse, par l'usure, par une espèce de paupérisation aussi économique. Donc la différence de la jeunesse également. Tu vas voir c'est très vrai, effectivement. Il y a une jeunesse de moins en moins politisée, très atomisée dans ses centres d'intérêt. Ça crée des challenges très particulier pour, on va dire, les gens dans l'opposition et quand même plus de facilité pour ceux qui tiennent les manettes du pouvoir. Et bon, ça, je pense que sur le long terme, ce sera toujours on va voir tendance, parce que une jeunesse qui se désolarise. On est sur un terreau très particulier. La politique. Moi, je me rappelle encore, il y a 10 ans, je pensais que sur un terrain, on va dire, de pauvreté, de besoin d'emploi, on aurait beaucoup d'explosions, d'émeutes et tout ça. Mais ça semble ne semble pas vraiment être le cas où les gens sont plus intéressés par le pain quotidien. On pense qu'on va s'en sortir par soi-même. Et donc, l'action collective ne semble exister que dans l'associatif et un peu quand on like des trucs sur TikTok, quoi. Donc, ça crée un défi très particulier. Voilà, ça crée un défi très particulier pour surtout ceux qui sont dans les partis d'opposition qui veulent vraiment galvaniser les foules, sachant qu'en général ils ont des défis de financement, ça ne facilite pas les choses. Mais ça, c'est une question qui va au-delà du Congo lui-même et on verra comment les jeunesses africaines vont se recomposer politiquement dans les 5-10 années à venir. Non, je pense qu'il a touché du doigt ce que je voudrais dire, c'est par rapport à cette jeunesse, par rapport à l'indifférence et la plupart du temps d'une partie de la population avec cette politique, cette nouvelle donne en politique. Ce n'est pas que dans les pays dont nous sommes, c'est en Afrique qu'on le constate. Et puis il y a le défi financier dont il venait de parler également. Je pense que c'est aussi ça, ceux qui profitent à un certain nombre de responsables de pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui en RDC où l'opposition, je l'ai dit, est amorphe et on verra que cette révision de la Constitution, ça pourrait passer, ou bien cette remise en cause de la Constitution pour une nouvelle Constitution, ça pourrait être remise en cause. N'oubliez pas qu'en RDC, avec Kabila, les relations n'étaient pas aussi bonnes avec l'Église. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression, en tout cas ça c'est une vision, j'ai comme l'impression que Félix a pris le temps de travailler sur ce point et apparemment, je crois qu'il doit être en bon terme avec l'Église catholique qui, souvent, lève la tête, lève le doigt lorsqu'il ça ne va pas. L'Église catholique a joué un rôle très important en RDC, et ça il faut l'avouer. Et apparemment, lorsque cette annonce a été faite, vous avez vu comment le secrétaire général de l'IDPS pour sa démarche, que des propositions, que des propositions viennent, que la société civile de la population. Donc ça veut dire que c'est une démarche qui a été mûrement réfléchie. Et je pense que Kabila pourrait réussir ce coup-là quand même. Félix. Pardon. Félix Tshisekedi pourrait réussir ce coup-là quand même. Nous marquons une courte pause, le temps de suivre une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.